Mes propres enfants m'ont empêché de dire adieu à mon mari lors de son enterrement. Une semaine plus tard, quand je suis arrivé à la lecture du testament, Raoul m'a regardé avec mépris et a dit « Cette réunion est uniquement pour les héritiers nommés dans le testament ». Célia a souri d'un air moqueur à côté de lui. Eduardo a hoché la tête depuis sa chaise, pendant que Clara murmurait quelque chose à l'oreille de son mari. Je n'ai rien dit. J'ai seulement sorti un dossier de mon sac et je l'ai remis à l'avocat en silence. Quand il l'a ouvert, mes enfants ont pâli, comme s'ils avaient vu un fantôme. Mon nom, Mathilde, était sur toutes les pages, comme unique héritière. Je suis une femme de 67 ans qui vient de découvrir que ses propres enfants sont capables de la trahir de la manière la plus cruelle imaginable. Je pensais connaître Raoul et Eduardo. Je les ai élevés avec amour. Je les ai éduqués. J'ai sacrifié mes propres rêves pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. J'ai travaillé jour et nuit pour maintenir cette famille à flot après que leur père ait perdu son emploi quand ils étaient adolescents. Mais le jour des funérailles de mon mari, l'homme qui avait été leur père pendant 42 ans, ils m'ont traité comme une étrangère. Comme si je n'avais pas le droit d'être là. Comme si 45 ans de mariage ne voulaient rien dire. Raoul m'a écarté du cercueil quand j'ai voulu lui dire adieu une dernière fois. Tu as déjà eu ton moment, maman, m'a-t-il dit froidement. Eduardo ne m'a même pas regardé quand les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Leurs épouses, Delia et Clara, se sont comportées encore pire. Célia est allée jusqu'à me dire que je faisais une scène inutile quand je me suis effondré en voyant le visage serein de mon mari. Clara a simplement haussé les épaules et a murmuré, les drames familiaux ne sont pas appropriés pour un enterrement. Comme si ma douleur était une comédie. Comme si perdre l'amour de ma vie n'était qu'un caprice émotionnel. Ce soir-là, je suis rentré dans ma maison vide en sentant que j'avais perdu non seulement mon mari, mais aussi mes enfants. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose que mon mari et moi avions planifié en secret pendant ces derniers mois de vie, quand il savait déjà que sa maladie allait bientôt l'emporter. Mon mari avait rédigé 2 testaments. Un faux, qu'il avait laissé bien visible sur son bureau, où il partageait tout entre Raoul et Eduardo. Et un vrai, qu'il avait gardé dans un coffre-fort que moi seul connaissais, où il me laissait tout. Il avait remarqué les changements chez nos enfants bien avant moi. Il avait vu comment ils me traitaient avec de moins en moins de respect chaque année. Il avait entendu leurs conversations sur l'héritage quand ils pensaient que nous n'étions pas à proximité. Mathilde, m'avait-il dit un soir en prenant ses médicaments, nos enfants ont changé. Ce ne sont plus les enfants que nous avons élevés avec tant d'amour. Ils sont devenus ambitieux et cruels. Ce testament te protégera quand je ne serai plus là. Je ne voulais pas le croire à ce moment-là. Je pensais qu'il exagérait. Quelle erreur j'avais faite. La semaine après l'enterrement a été une montagne russe d'émotions. Raoul m'a appelé exactement une fois pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Mais son ton était si froid et distant que j'ai compris qu'il ne faisait que remplir une obligation sociale. Eduardo, lui, ne s'est même pas donné la peine de me contacter. Leurs épouses, bien sûr, avaient complètement disparu de ma vie, comme si elles n'avaient jamais fait partie de cette famille. Quand j'ai reçu l'appel de l'avocat pour la lecture du testament, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais que le moment de vérité était arrivé. Je savais que mes enfants allaient avoir le choc de leur vie. Mais je savais aussi qu'une fois le vrai testament révélé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma relation avec eux serait brisée pour toujours. Je me suis habillé avec mon plus beau tailleur noir. Le même que j'avais porté pour rencontrer les parents de mon mari, il y a des décennies. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 20e anniversaire de mariage. Je voulais paraître digne, forte, imposante. Je voulais que mes enfants se souviennent de ce moment pour le reste de leur vie. Je suis arrivé au cabinet de l'avocat 5 minutes avant l'heure prévue. Raoul et Eduardo étaient déjà là avec leurs épouses, riant et parlant à voix basse. Comme s'ils étaient à une réunion sociale. Quand ils m'ont vu entrer, leurs visages se sont légèrement crispés. Mais aucun d'eux ne s'est levé pour me saluer. Célia m'a regardé de haut en bas avec mépris. Clara a fait semblant de regarder son téléphone pour éviter mon regard. Je me suis assise sur la chaise la plus éloignée d'eux. Sentant la tension remplir la pièce comme une fumée épaisse. L'avocat, un homme âgé nommé Fausto, qui avait été l'ami de mon mari pendant des années, m'a lancé un regard compatissant avant de commencer les formalités légales. Avant de commencer, dit Raoul en interrompant l'avocat. Je veux préciser que cette réunion est uniquement pour les héritiers mentionnés dans le testament de notre père.
Il me regarda droit dans les yeux en ajoutant. Maman, tu peux rester si tu veux, mais ça ne te concerne pas vraiment. Eduardo acquiesça avec un sourire qui me glaça le sang. Leurs épouses échangèrent des regards satisfaits. Comme si elles venaient de remporter une victoire. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon mari avait eu raison sur tout. Nos enfants étaient devenus des étrangers, cruels et avides. Il ne restait plus rien de l'amour ni du respect que j'espérais encore. Ce n'étaient plus mes petits garçons. C'étaient deux hommes adultes qui voyaient leur propre mère comme un obstacle à leur avidité. J'ai pris une grande inspiration et sorti la chemise cartonnée de mon sac. Je l'ai posée sur la table calmement, sans dire un mot. Fausto m'a regardé avec curiosité, mais n'a posé aucune question. Il savait qu'il y avait quelque chose d'important. Mes fils, par contre, n'ont même pas remarqué mon geste. Ils étaient trop occupés à calculer mentalement combien d'argent ils allaient recevoir. Nous allons donc procéder à la lecture officielle, annonça Fausto. En ouvrant l'enveloppe que Raoul lui avait remise la semaine précédente. Il commença à lire le faux testament d'une voix claire et professionnelle. Moi, en pleine possession de mes facultés mentales, lègue tous mes biens à mes fils Raoul et Eduardo à parts égales. Célia serra la main de son mari avec excitation. Clara sourit largement. Eduardo s'adossa à sa chaise avec satisfaction. Mais alors j'ai levé la main. Excusez-moi, monsieur Fausto, dis-je d'une voix ferme. Je crois qu'il y a une erreur. Ce n'est pas le testament valide de mon mari. J'ai poussé la chemise vers lui. Voici le vrai document, certifié et signé devant notaire, à peine 3 mois avant sa mort. Le silence qui suivit fut assourdissant. Fausto ouvrit la chemise avec des mains tremblantes. Ses yeux allaient rapidement d'un côté à l'autre pendant qu'il lisait les premières lignes. Raoul se redressa brusquement sur sa chaise. « De quoi tu parles, maman ? Ce testament qu'on vient de lire est officiel. Papa nous l'a montré lui-même. » « Votre père vous a montré ce qu'il voulait que vous voyiez, » répondis-je sans me troubler. « Mais le testament légal et contraignant, c'est celui-ci. Celui que j'ai depuis le jour de sa mort. » Fausto continuait de lire. Son visage devenait de plus en plus pâle. Eduardo s'approcha du bureau pour essayer de lire par-dessus l'épaule de l'avocat. « Madame Mathilde, dit enfin Fausto. Ce testament est bien certifié et daté. Il est postérieur à l'autre document, donc il annule toute disposition précédente. » Il s'éclaircit la gorge avant de continuer. « Selon ce document, vous héritez de la totalité des biens de votre époux. La maison, les comptes bancaires, les investissements, l'assurance vie. Tout est à votre nom. » La réaction fut immédiate et explosive. Raoul se leva si brusquement que sa chaise tomba à terre. « C'est impossible. Papa n'aurait jamais fait ça. Tu l'as manipulé pendant ces derniers jours. » Célia cria quelque chose sur de l'influence indue et le fait de profiter d'un malade. Eduardo resta figé, la bouche grande ouverte, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Clara fut la première à reprendre contenance, mais sa voix tremblait de rage. « C'est une arnaque. Une femme de ton âge ne peut pas gérer autant d'argent. Tu vas tout gaspiller et nous laisser sans rien. » Son commentaire sur mon âge fut comme une gifle. Comme si mes 67 ans faisaient automatiquement de moi une incapable. « Une arnaque, répétai-je, me levant lentement de ma chaise. Vous voulez parler d'arnaque ? Vous voulez parler de manipuler une personne âgée ? Ma voix commença à s'élever pour la première fois de toute la réunion. Vous avez passé les 2 dernières années de la vie de votre père à le harceler pour qu'il vous donne de l'argent. Raoul, combien de fois es-tu venu lui demander des prêts que tu n'as jamais remboursés ? Raoul rougit, mais garda une attitude défiante. C'est différent. Nous sommes ses enfants. On a le droit d'attendre son soutien. Eduardo acquiesça énergiquement. Et puis, maman, soyons réalistes. Tu as déjà vécu ta vie. Nous, on a des familles à nourrir, des crédits à rembourser, un avenir à construire. Leurs mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. J'ai déjà vécu ma vie, murmurai-je. C'est ce que vous pensez de moi ? Que je suis une vieille inutile qui attend juste la mort ? Les larmes ont commencé à monter, mais je les ai retenues. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. Célia s'est approchée de moi avec une fausse compassion. Mathilde, personne ne dit que tu es inutile. Mais il faut reconnaître que gérer un héritage aussi grand, c'est compliqué. Nous, on peut t'aider.
On peut gérer l'argent pour toi. Son sourire semblait doux, mais ses yeux brillaient d'une pure avidité. Et comment avez-vous géré l'argent que je vous ai prêté l'année dernière pour le business d'Eduardo, demandai-je calmement. L'argent que vous ne m'avez jamais rendu? L'argent que vous avez dépensé pour des vacances en Europe, pendant que je mangeais de la soupe en boîte pour économiser. Eduardo baissa les yeux, mais ne répondit pas. Son silence était une confession. Fausto toussota, mal à l'aise. Madame Mathilde, si vous le permettez, j'aimerais continuer la lecture du testament. Il y a encore quelques dispositions à mentionner. Je me suis rassise, essuyant discrètement les larmes qui avaient coulé. Mes enfants sont restés debout, comme si s'asseoir revenait à reconnaître leur défaite. Votre époux a également laissé une lettre personnelle pour vous, continua l'avocat. Et une déclaration expliquant ses raisons pour cette décision. Il sortit une enveloppe scellée du dossier et me la tendit. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. C'était l'écriture de mon mari. Mon prénom écrit avec l'affection de 40 années ensemble. Raoul tenta de m'arracher la lettre. Si c'est quelque chose qui concerne la famille, on a le droit de la lire aussi. Je l'écartai fermement. Cette lettre est pour moi. Ton père a été très clair là-dessus. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si c'était un trésor fragile et en un sens, ça l'était. Ma chère Mathilde, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela veut dire que nos enfants ont montré leur vraie nature. J'ai observé pendant des mois comment ils te traitent avec mépris et condescendance. J'ai vu comment ils planifient notre avenir sans te prendre en compte. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. Je levai les yeux vers Raoul et Eduardo. Leur visage montrait une panique mêlée de colère. Ils savaient que ce que disait cette lettre ne leur serait pas favorable. Je continuai à lire en silence. Mais Célia ne put se contenir. Elle lit à voix haute. Si on doit être déshérité, on a au moins le droit de savoir pourquoi. Sa voix était stridente, désespérée. Clara la soutint aussitôt. C'est vrai, on mérite une explication. Je regardai Fausto, qui hocha doucement la tête. Je pris une profonde respiration et commençai à lire les mots de mon mari défunt. J'ai observé pendant des mois comment il te traite avec mépris et condescendance. Raoul te parle comme si tu étais une domestique. Eduardo agit comme si ton opinion ne comptait pas. Leurs épouses te voient comme un fardeau qu'elles doivent tolérer. Ce n'est pas vrai, interrompit Eduardo. On respecte maman. Mais même lui ne croyait pas à ses propres mots. Je continuai à lire, sans lui accorder d'attention. J'ai décidé de tout te laisser parce que tu es la seule personne dans cette famille en qui j'ai confiance et que je respecte. Je poursuivis la lecture de la lettre de mon mari. Nos enfants ont oublié les valeurs qu'on leur a enseignées. Ils ont oublié les sacrifices que tu as faits pour eux toutes ces années. Ils t'aiment seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Raoul frappa la table du poing. C'est de la manipulation. Papa était malade, confus à cause des médicaments. Mais je connaissais la vérité. Mon mari était resté lucide jusqu'au bout. Bien plus lucide que ce que nos enfants imaginaient. Il avait vu ce que moi, je refusais de voir depuis des années. Ton père a écrit cette lettre 3 jours avant de mourir, dis-je en refermant l'enveloppe. Il était totalement conscient. En fait, il m'a demandé de la lire devant vous si jamais vous remettiez en question ses décisions. J'ai rangé la lettre dans mon sac comme si c'était le bien le plus précieux que je possédais. Et peut-être que c'était le cas. Fausto se racla à nouveau la gorge. Il y a une dernière clause dans le testament que je dois lire. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le défunt précise que si l'un de ses enfants tente de contester ce testament ou remet en question la capacité mentale de son épouse à gérer l'héritage, il perdra automatiquement le droit de recevoir l'allocation mensuelle symbolique qu'il a laissée. Une allocation, demanda Clara d'une voix presque inaudible. Il nous a laissé quelque chose quand même? L'avocat acquiesça et consulta ses documents. Il vous a laissé 500 pesos par mois à chacun pendant 2 ans. À condition que vous traitiez votre mère avec respect et que vous n'interveniez pas dans ses décisions financières. 500 pesos. Après une vie entière à espérer un héritage de millions. C'était ce qu'ils allaient recevoir. Célia éclata de rire, mais c'était un rire nerveux, désespéré. 500 pesos? C'est tout ce qu'on vaut pour lui? Pour toi. Elle me montrait du doigt, comme si j'étais responsable des décisions de mon mari. Vous valez exactement ce que vous avez montré valoir, répondis-je calmement. Pendant des années,
Je vous ai vu traiter votre père comme un distributeur automatique. Je vous ai vu attendre impatiemment sa mort pour hériter. Vous croyez que je n'ai pas vu vos regards quand il parlait d'aller chez le médecin? Que je n'ai pas entendu vos conversations sur combien de temps il lui restait? Eduardo s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. Maman, s'il te plaît. On peut arranger les choses. On peut parler comme une famille. Sa voix sonnait différente maintenant, presque suppliante. Mais il était trop tard pour supplier. Comme une famille, dis-je calmement. Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez traité comme de la famille? Quand est-ce la dernière fois que vous m'avez invité à dîner sans me demander de l'argent en premier? Quand est-ce la dernière fois que Célia m'a parlé sans ce ton condescendant qu'elle utilise toujours avec moi? Célia ouvrit la bouche pour protester, mais elle la referma aussitôt. Elle savait que j'avais raison. Raoul tenta une autre approche. Très bien. On admet qu'on a fait des erreurs. Mais tu es notre mère. Le lien du sang est plus fort que n'importe quelle rancune. On peut repartir à zéro. Il s'approcha de moi avec les bras ouverts, comme pour m'enlacer. Je reculai instinctivement. Repartir à zéro, murmurai-je. Comme la fois où on a reparti à zéro après que tu m'aies dit que j'étais un fardeau quand ton père a perdu son travail? Ou comme quand Eduardo m'a suggéré de partir en maison de retraite pour ne plus les déranger? Ou quand vos épouses m'ont dit que mes conseils n'étaient plus nécessaires parce que je faisais partie d'une autre génération? Chaque question était une gifle. Je voyais sur leur visage qu'ils se souvenaient de chaque moment. Chaque instant cruel qu'ils pensaient que j'avais oublié. Mais je n'avais rien oublié. Chaque rejet. Chaque commentaire blessant. Chaque fois où ils m'avaient fait me sentir invisible dans ma propre famille. Clara se leva brusquement. C'est ridicule. Une femme de ton âge ne peut pas gérer seule autant d'argent. Tu vas te faire escroquer. Tu vas prendre de mauvaises décisions financières. Tu as besoin de notre aide. Son inquiétude sonnait faux, calculé. C'était son dernier recours. Mon âge, encore une fois. Je me levai moi aussi. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je suis une femme âgée. Mais je suis aussi une femme qui a travaillé pendant 40 ans. Qui a géré un foyer. Qui a élevé 2 enfants. Qui a soigné un mari malade. Si j'ai pu faire tout ça, je crois que je suis capable de gérer un compte bancaire. Fausto commença à rassembler les documents. Signe que la réunion était officiellement terminée. Madame Mathilde, j'aurai besoin que vous veniez demain pour signer quelques papiers et transférer les comptes à votre nom. Le processus devrait être terminé en 1 semaine. Mes enfants échangèrent des regards désespérés. Ils savaient que leur dernière chance s'envolait. Raoul s'approcha une nouvelle fois, cette fois avec les larmes aux yeux. Maman, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Ta seule famille. Tu vas vraiment nous abandonner pour de l'argent? Ces larmes auraient pu marcher autrefois. Elles auraient pu attendrir mon cœur si je les avais vues il y a 1 an. Il y a 1 mois. Même il y a 1 semaine. Mais après les funérailles. Après comment ils m'ont traité au moment le plus douloureux de ma vie. Ces larmes arrivaient trop tard. Vous abandonner pour de l'argent? Je ris doucement. Vous avez été les premiers à parler d'argent. Vous avez été les premiers à me traiter comme un obstacle à votre héritage. Je ne fais que protéger ce que votre père m'a demandé de protéger. Ma dignité. Eduardo s'approcha aussi, m'encadrant avec son frère. Pendant un instant, j'ai eu une pointe de peur. 2 grands hommes, et moi, juste une vieille femme. Mais Fausto était toujours là. Témoin de tout ce qui se passait. Il n'oserait rien faire de physique. Et écoute-nous, dit Eduardo d'une voix rauque. On peut trouver un accord. On ne veut pas tout l'argent. Juste notre part juste. Nous sommes tes enfants. On a travaillé dur toute notre vie en attendant ce moment. Sa confession était plus honnête qu'il ne le pensait. Elle confirmait que toute leur relation avec moi avait été un investissement à long terme. Votre part juste, dis-je, incrédule. Quelle est la part juste pour une mère qui vous a tout donné et n'a reçu que du mépris en retour? Quelle est la part juste pour une femme qui a sacrifié ses propres rêves pour réaliser les vôtres? Ma voix s'est un peu brisée. Mais je suis restée droite. Célia, restée silencieuse jusque-là, explosa finalement. Tu es une vieille égoïste et rancunière.
Cet argent devrait aller aux prochaines générations, pas pour que tu le gaspilles dans tes caprices séniles. Ces paroles étaient du poison pur, conçues pour me blesser profondément. Mais cette fois, au lieu de me faire mal, ces insultes m'ont donné de la force. Elles m'ont rappelé pourquoi mon mari avait pris cette décision. Elles m'ont rappelé pourquoi je devais rester ferme. Merci, Célia, dis-je avec un triste sourire. Tu viens de démontrer exactement pourquoi ton mari ne recevra pas $1 de plus que ce que son père a décidé. Je suis sorti du bureau de l'avocat la tête haute. Mais à l'intérieur, tout mon corps tremblait. 45 ans de mariage. 38 ans en tant que mère. Et tout s'était terminé dans cette pièce pleine de cris et de reproches. Mes enfants m'ont suivi jusqu'à la rue. Leurs voix se mélangeaient en un chœur désespéré de supplications et de menaces. « Maman, ça ne peut pas finir comme ça », cria Raoul pendant que je marchais vers ma voiture. « On va contester ce testament. On va prouver que papa n'était pas dans son état mental. » Célia l'appuyait derrière lui, promettant qu'ils allaient engager les meilleurs avocats du pays. Eduardo restait silencieux. Mais son silence était plus menaçant que les cris de son frère. Je me suis arrêté à côté de ma voiture et je me suis retourné pour les affronter une dernière fois. « Faites-le », dis-je d'une voix ferme. « Contestez le testament. Mais rappelez-vous que votre père a été très clair. Toute tentative de remettre en question ses décisions entraînera automatiquement la perte complète de cette petite allocation mensuelle qu'il vous a laissée. » Clara pâlit en entendant cela. 500 pesos, ce n'était pas beaucoup. Mais c'était mieux que rien. Ce soir-là, seul chez moi, je me suis permis de pleurer pour la première fois depuis les funérailles. J'ai pleuré pour mon mari. Pour la famille que je croyais avoir. Pour les années perdues à essayer de gagner l'amour d'enfants qui ne me voyaient que comme une source d'argent. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement. J'étais enfin libre. Libre de leurs attentes. De leurs demandes constantes. De leur mépris à peine caché. Le lendemain, je suis retourné au bureau de Fausto pour terminer les formalités. Les comptes bancaires, les investissements, la maison. Tout est officiellement passé à mon nom. Quand j'ai vu les chiffres sur les relevés, j'ai failli m'évanouir. Mon mari avait été bien plus prudent avec l'argent que je ne l'avais imaginé. Il avait économisé, investi, fait fructifier nos ressources pendant des décennies. C'était une fortune qui pouvait me suffire pour le reste de ma vie et même plus. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'émouvait. C'était la liberté. Pour la première fois de ma vie adulte. Je n'avais plus besoin de demander l'avis de quelqu'un sur mes décisions. Je n'avais plus à justifier mes dépenses, mes projets, mes rêves. Je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Ma première décision fut de déménager. Cette maison était pleine de souvenirs douloureux, de conversations tendues, de moments où je m'étais senti comme une étrangère dans mon propre foyer. J'ai engagé une agence immobilière et mis la maison en vente. C'était une grande maison dans un quartier chic. Elle se vendrait vite et à bon prix. En attendant, je me suis installé temporairement dans un hôtel de luxe au centre-ville. C'était quelque chose que je ne m'étais jamais permis avant, mais maintenant, je le pouvais. Une chambre avec vue sur la mer, service d'étage, spa, tout ce que je voulais. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais choyé, respecté, valorisé. C'est dans cet hôtel que j'ai reçu le premier appel désespéré de Raoul. « Maman, on t'a vu dans les actualités immobilières. Tu vas vraiment vendre la maison familiale ?» Sa voix tremblait, comme s'il avait enfin compris que c'était réel. Que ce n'était pas juste un caprice passager de ma part. « Ce n'est pas la maison familiale, lui ai-je répondu. C'est ma maison. Ton père me l'a laissée. Je peux en faire ce que je veux. » Il y eut un long silence au bout du fil. Je pouvais l'imaginer en train de calculer combien valait la maison. Combien d'argent il perdait à chaque jour qui passait. « Où vas-tu vivre ?» demanda-t-il enfin. « Tu vas déménager loin ? Comment on va te voir ?» C'était amusant de le voir se soucier maintenant de me voir. Alors que pendant des années il avait toujours trouvé des excuses pour éviter les visites familiales. « Je vais acheter quelque chose de plus petit, » lui dis-je. « Un endroit vraiment à moi. Un endroit où je pourrais être heureuse. » Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà visité quelques beaux appartements avec vue sur l'océan. Je ne lui ai pas dit que j'envisageais même de déménager dans une autre ville. Cette information ne le concernait pas. Eduardo a appelé la même nuit, mais avec une approche différente. « Maman,
j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a été trop dur avec toi. Peut-être qu'on n'a pas su apprécier tout ce que tu as fait pour nous. Ces excuses sonnaient comme un discours répété à l'avance. C'était le plus intelligent des deux. Celui qui savait que le miel attire plus les mouches que le vinaigre. Peut-être, Eduardo, lui répondis-je. Vous m'avez traité comme si je n'existais pas pendant des années. Vous m'avez fait sentir comme un poids dans ma propre famille. Et maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, vous vous souvenez soudainement de mon existence. Je l'entendis respirer plus fort à l'autre bout du fil. Il savait que je venais de percer à jour son jeu. Ce n'est pas pour l'argent, ment-il. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on risquait de te perdre pour toujours. Tu es notre mère. On a besoin de toi. Mais moi, je n'avais plus besoin d'être nécessaire. Pendant des décennies, j'avais vécu pour les autres. J'avais existé pour servir, pour donner, pour me sacrifier. Maintenant, je voulais vivre pour moi. Les appels ont continué pendant plusieurs jours. Raoul alternait entre des supplications désespérées et des menaces à peine voilées. Eduardo, lui, restait dans sa stratégie, faire semblant d'être repentant. Leurs épouses ont aussi appelé. Chacune avec sa propre version d'excuses, mais toutes sonnaient creux et arrivaient bien trop tard. Mais j'avais pris une décision. Ce n'était pas seulement à cause de l'argent même si l'argent comptait. C'était une question de respect, de dignité, du droit de vivre mes dernières années en paix. C'était une manière de briser un cycle d'abus émotionnels qui avait duré bien trop longtemps. Une semaine après la lecture du testament, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, en regardant le lever du soleil sur l'océan, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. La maison avait été vendue au-dessus du prix demandé. J'avais désormais assez d'argent pour acheter ce que je voulais. Aller où je voulais. Et devenir qui je voulais. Je me suis levé de table et je suis allé jusqu'au balcon. L'air salé a rempli mes poumons. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sincèrement. Mes enfants pensaient avoir perdu un héritage. Moi, j'avais gagné ma liberté. 3 semaines après la vente de la maison, j'ai emménagé dans un magnifique appartement face à la mer. Dans un quartier chic de la ville. Il était moderne, lumineux, avec de grandes baies vitrées qui laissaient entrer le soleil toute la journée. Le matin, je buvais mon café en regardant les mouettes voler au-dessus des vagues. L'après-midi, je lisais sur ma terrasse pendant que le soleil descendait à l'horizon. C'était la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais osé vivre. C'est Manuela, ma nouvelle voisine, qui m'a parlé du centre commercial de luxe qui venait d'ouvrir pas loin de chez moi. « Tu devrais y aller », m'avait-elle dit un jour dans le hall de l'immeuble. Ils ont des boutiques incroyables, et un café charmant au 2e étage. Je n'étais pas sorti faire les boutiques pour me faire plaisir depuis des années. Avant, mes achats étaient rapides, pratiques, uniquement pour le nécessaire. J'ai décidé de me faire plaisir. J'ai mis une belle robe rouge que j'avais achetée la semaine précédente. J'ai mis mes plus beaux escarpins, et je suis parti explorer ma nouvelle vie. Le centre commercial était impressionnant, rempli de boutiques que je n'avais vues que dans les magazines. Je me suis arrêté devant une bijouterie, admirant un collier de perles brillant sous les lumières. « Puis-je vous aider ?» demanda la vendeuse avec un sourire professionnel. Elle était jeune, élégante, avec cette politesse qu'on ne trouve que dans les boutiques chères. « Je regarde seulement », répondis-je. Mais elle insista pour me montrer plusieurs pièces. Des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets en or, des bagues qui valaient plus qu'un salaire annuel pour beaucoup. Je m'essayais un bracelet particulièrement magnifique quand j'ai entendu une voix familière près de l'entrée. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Avant même que mon esprit comprenne ce qui se passait. C'était Célia. Elle parlait fort au téléphone, se plaignant avec amertume des « femmes égoïstes qui ne pensent pas aux générations futures ». Je me suis tourné lentement et je l'ai vue, debout à côté d'une vitrine de montres, gesticulant comme toujours. Elle portait une robe bon marché qui essayait de paraître élégante, mais échouait misérablement. Ses chaussures étaient usées. Et son sac, bien que propre, montrait des signes évidents de trop d'usage. Il était clair qu'elle avait des difficultés financières. « Oui, 500 pesos par mois », disait-elle dans son téléphone. « Tu te rends compte de cette mesquinerie ? Une femme qui a des millions, et elle nous donne 500 pesos, comme si on était des mendiants. » Elle ne m'avait pas encore vu. Trop concentrée sur sa conversation et ses plaintes.
La vendeuse me demanda si je voulais acheter le bracelet. Oui, dis-je sans quitter Célia des yeux. Et aussi les boucles d'oreilles en émeraude que vous m'avez montrées tout à l'heure. Le montant total était élevé, équivalent à plusieurs mois de salaire moyen. Mais je payais sans hésiter. Le bip du terminal de paiement attira enfin l'attention de Célia. Quand elle me vit, son visage passa par plusieurs couleurs. D'abord la surprise. Puis la honte. Et enfin une colère mal dissimulée. Elle termina son appel téléphonique et s'approcha de moi avec détermination. « Mathilde » dit-elle avec une voix faussement douce. « Quelle surprise de te voir ici. »« Bonjour, Célia » répondis-je naturellement, comme si c'était une rencontre normale. « Je fais un peu de shopping. » C'est incroyable ce qu'une femme peut faire avec son propre argent, tu ne trouves pas? Mon commentaire était volontairement piquant. Conçu pour lui rappeler qui avait désormais le contrôle. Ses yeux se dirigèrent aussitôt vers mes sacs de la bijouterie. Je pouvais voir dans sa tête les calculs commencer. Combien j'avais dépensé? Combien d'argent elle pensait que je gaspillage dans des choses qu'elle estimait lui revenir? On dirait que tu t'adaptes bien à ta nouvelle situation, dit-elle avec un sourire forcé. Très bien, répondis-je. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai un appartement magnifique, je rencontre de nouvelles personnes, je profite de choses que je n'aurais jamais cru possibles. Chaque mot était un rappel de tout ce qu'elle avait perdu à cause de sa cupidité et de sa cruauté. Célia essaya de changer de stratégie. Tu sais, Mathilde, on a beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Peut-être qu'on a tous mal réagi à cause du chagrin. Tu sais comment c'est, le deuil, ça fait dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. Son jeu d'actrice était pathétique. Désespéré. Et complètement transparent. Le deuil, dis-je calmement. C'est comme ça que tu appelles ce que vous m'avez fait pendant les funérailles de mon mari? C'est le deuil qui vous a poussé à m'empêcher de lui dire adieu. Le deuil vous a fait me traiter comme une étrangère après 45 ans de mariage. Ma voix s'éleva légèrement, attirant l'attention des autres clientes de la boutique. La vendeuse s'approcha discrètement. Tout va bien, madame? Parfaitement, répondis-je en souriant. C'est juste une petite conversation de famille. Mais Célia devenait de plus en plus mal à l'aise avec les regards qui se posaient sur nous. Elle ne voulait pas que des inconnus soient témoins de cette scène. Peut-être qu'on pourrait parler en privé, suggéra-t-elle, jetant des regards nerveux autour d'elle. Il y a un café pas loin, on pourrait s'asseoir et discuter calmement, comme des personnes civilisées. C'était drôle, maintenant qu'elle voulait jouer à la personne civilisée. Alors qu'elle avait passé des années à me traiter comme une moins que rien. Je n'ai rien à te dire en privé, répondis-je fermement. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux le faire ici, devant tout le monde. Mon refus la déstabilisa. Elle était habituée à contrôler les situations, à manipuler les discussions. Mais cette fois, c'est moi qui avais le pouvoir. Très bien, dit-elle en inspirant profondément. Je voulais m'excuser. On veut tous s'excuser. On sait qu'on a été trop dur avec toi. Et on voudrait réparer. Leurs excuses arrivaient des mois trop tard. Mais j'ai décidé d'écouter ce qu'elle allait oser proposer. Me réparer, demandai-je avec curiosité. Comment pensez-vous réparer des années de mépris et d'humiliation? Comment comptez-vous réparer le fait que vous m'avez traité comme si je n'existais pas dans ma propre famille? Célia avala sa salive. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. On pourrait recommencer à t'inclure dans les décisions de famille, proposa-t-elle timidement. On pourrait faire des dîners ensemble, fêter les anniversaires, redevenir une vraie famille. C'était presque comique. Elle croyait vraiment que je voudrais retourner dans leur version toxique de la famille. Une vraie famille, répétai-je avec un rire amer. Une vraie famille ne laisse pas la matriarche à la porte du funérarium. Une vraie famille ne considère pas ses aînés comme des charges inutiles. Une vraie famille n'attend pas avec impatience que ses parents meurent pour toucher l'héritage. Chaque mot était une gifle. Et sa fausse douceur se fissura enfin. D'accord, dit-elle d'une voix tendue. Peut-être qu'on n'a pas été parfait. Mais toi non plus, tu n'as pas été une mère parfaite. Tu étais trop autoritaire, trop critique. Tu ne nous laissais jamais prendre nos propres décisions. Classique. Elle retournait la situation pour devenir la victime. Autoritaire, répétai-je.
Parce que j'ai travaillé 2 emplois pour vous nourrir quand votre père a perdu le sien. Parce que j'ai mis mes propres rêves de côté pour que vous puissiez aller à l'université? Parce que je vous ai soigné quand vous étiez malade? Parce que j'étais toujours là quand vous aviez besoin de moi. Ma voix tremblait sous l'émotion contenue. Célia resta sans voix quelques secondes. Mais reprit vite son attitude défensive. Ça, c'était il y a des années, Mathilde. Les choses changent. Les familles évoluent. Tu ne peux pas rester bloqué dans le passé pour toujours. C'était faux comme elle minimisait des décennies de sacrifices. Comme si ce n'était que de vieilles anecdotes. Mais tu as raison, dis-je calmement. Les familles évoluent. Et moi aussi, j'ai évolué. J'ai évolué en une femme qui ne tolère plus d'être traitée comme un déchet par des gens qui ne me valorisent que quand ils ont besoin de moi. Mes mots résonnèrent dans le silence de la bijouterie. Et comme si le destin l'avait voulu. Raoul arriva à ce moment précis. Essoufflé, transpirant, visiblement paniqué. Il avait reçu un message de Célia, c'était évident. Maman, halta-t-il. Merci mon Dieu, on t'a retrouvé. On te cherchait partout en ville. Son entrée théâtrale attira encore plus de regards. Une vieille dame avec une canne s'arrêta carrément pour regarder la scène. Vous me cherchiez, demandai-je, faussement surprise. Pourquoi? Je suis soudain assez importante pour qu'on me cherche. Raoul échangea un regard nerveux avec Célia. C'était clair qu'ils avaient préparé ce qu'ils allaient dire. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi direct. Maman, s'il te plaît, supplia Raoul. On doit parler. Eduardo t'attend au café là-haut. On peut régler ça comme une famille. C'était étrange comme le mot « famille » revenait tout le temps dans leur bouche. Maintenant qu'il y avait de l'argent en jeu. Et Eduardo est là aussi, demandai-je. C'est quoi, une embuscade familiale? Mon ton était léger, presque amusé. Mais en moi, je ressentais une tristesse et une colère profonde. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé. Ils essayaient encore de me manipuler. Ce n'est pas une embuscade, mentit Célia. On veut juste mettre les choses à plat. Te dire qu'on regrette profondément. On était bouleversés, perdus. On ne pensait pas clairement. Leurs excuses sonnaient comme une pièce de théâtre mal jouée. Préparée, récitée, fausse. Vous savez quoi, dis-je en attrapant mes sacs de shopping. Très bien. Parlons. Mais pas en privé. On va parler ici. Devant tout le monde. Célia pâlit devant cette idée. Allons au café, insista-t-elle. Ce sera plus confortable. Non, répondis-je fermement. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le ici. Après tout, vous n'avez pas eu de problème à m'humilier publiquement au funérarium. Pourquoi vous voulez de la discrétion maintenant? Raoul regarda autour de lui, paniqué, en réalisant que plusieurs personnes écoutaient clairement notre conversation. Très bien, soupira-t-il, vaincu. Maman, on a parlé entre nous, et on s'est rendu compte qu'on a fait de terribles erreurs. On s'est laissé emporter par des émotions négatives, et on t'a blessé profondément. Sa confession semblait sincère. Mais je connaissais mes enfants trop bien. Des émotions négatives, demandai-je calmement. La cupidité? L'impatience de voir votre père mourir? Le mépris envers moi parce que je suis une femme âgée? Chaque question était une flèche plantée droit dans le cœur de leurs vraies intentions. Célia essaya d'intervenir, mais je l'arrêtai d'un simple regard. Non. Laisse-le parler. Je veux entendre exactement quelles étaient ces émotions qui les ont poussés à me traiter ainsi. Raoul se tortillait, mal à l'aise, clairement regrettant d'avoir utilisé ces mots. Peut-être qu'on avait peur, admit-il enfin. Peur que tout change. Peur de perdre la stabilité qu'on connaissait. C'était l'explication la plus honnête que j'avais entendue de sa part depuis des années. Mais elle était toujours pleine d'auto-apitoiement. Peur de perdre de la stabilité, répétais-je. Raoul, vous êtes des hommes adultes, avec vos propres familles et vos propres emplois. Quelle stabilité dépendait de la mort de votre père? Ma question le laissa sans voix. Ils ne pouvaient pas admettre que leur confort financier dépendait d'un héritage. Sans avouer leur avidité. La tension dans la bijouterie était palpable. Les autres clientes faisaient semblant de regarder les vitrines. Mais écoutaient chaque mot. La vendeuse réarrangeait des bijoux.
mais tendait clairement l'oreille. Écoute, dit Célia enfin. Peut-être qu'on pourrait trouver un accord. On ne demande pas tout l'argent. Juste une part équitable. Quelque chose qui reconnaît qu'on fait partie de la famille. Qu'on a aussi des droits. Sa proposition était pathétiquement transparente. Une part équitable, répétai-je. Votre père a déjà décidé de ce qui vous revenait. 500 pesos par mois pendant 2 ans. C'était sa décision, consciente et réfléchie. Raoul frissonna en entendant ce chiffre prononcé en public. Mais ce n'est pas assez pour vivre, protesta-t-il. On a des factures, des responsabilités, des familles à nourrir. Sa plainte confirma ce que je soupçonnais. Ils avaient compté sur l'héritage pour résoudre leurs problèmes financiers. Alors travaillez plus, répondis-je simplement. Faites comme tout le monde. Gagnez votre vie au lieu d'attendre que vos parents meurent pour régler vos dettes. La vérité brutale de mes mots leur coupa le souffle. À ce moment-là, Eduardo arriva. Évidemment appelé par Célia en urgence. Il tenait Clara par la main. Tous les deux affichaient une expression faussement inquiète. C'était comme une mauvaise pièce de théâtre où les acteurs avaient oublié leur texte. « Maman, dit Eduardo d'une voix tremblante. On nous a dit que tu étais ici. On était très inquiets pour toi. » Clara acquiesça énergiquement, feignant une inquiétude qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. C'en était presque insultant, tant leurs efforts pour paraître sincères étaient faibles. « Inquiet, dis-je, un sourcil levé. Inquiet parce que je vis enfin comme je veux? Parce que, pour la première fois depuis des décennies, je ne suis plus disponible pour résoudre vos problèmes. » Mon ton restait calme. Mais mes paroles coupaient comme des lames. « Ce n'est pas ça, mentit Clara. C'est que, tu sais, une femme de ton âge, toute seule, avec autant d'argent. Il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors, des gens qui profitent des personnes âgées. » Sa fausse inquiétude était presque risible. « Comme vous avez profité de moi pendant des années, demandai-je directement. Comme quand vous m'avez demandé de l'argent que vous n'avez jamais remboursé? Comme quand vous attendiez que je paie vos factures pendant que vous mettiez de l'argent de côté pour partir en vacances? Comme quand je gardais vos enfants gratuitement? Ou quand je cuisinais pour vos fêtes sans recevoir un merci? » Clara rougit, sachant que tout ce que je disais était vrai. Eduardo essaya de reprendre le contrôle. « Maman, peut-être qu'on pourrait aller quelque part, en privé. Ce genre de conversation n'est pas approprié en public. Mais moi, je savourais chaque seconde de leur inconfort. Pendant des années, ils m'avaient humilié en privé. C'était à leur tour de goûter à la honte publique. « Pas approprié, dis-je. Comme ce n'était pas approprié de me virer des funérailles de mon mari? Comme ce n'était pas approprié de me dire que je n'avais pas le droit d'être présente à la lecture du testament? » Chaque mot résonnait dans le silence de la boutique. Où tout le monde écoutait maintenant sans détour. Raoul regarda nerveusement autour de lui. Les visages autour de nous affichaient tous de l'indignation. « Les gens nous écoutent, maman, murmura-t-il. Tu veux vraiment que des inconnus sachent tout ça? » Sa peur de la honte publique en disait long. « Des inconnus, dis-je à haute voix, en me tournant vers les clients autour. Vous savez quoi? Ces hommes ici, ce sont mes fils. Je les ai élevés avec amour. Je leur ai tout donné. J'ai sacrifié mes rêves pour eux. Et quand leur père est mort, ils m'ont chassé de son enterrement. Parce qu'ils voulaient hériter plus vite. » Les expressions de choc sur les visages autour de nous furent immédiates. « Maman, arrête !» cria Eduardo. Mais c'était trop tard. Les murmures indignés remplissaient la bijouterie. Une vieille dame s'approcha de moi et posa doucement sa main sur mon épaule. « Ma pauvre chérie, dit-elle avec tendresse. Je suis tellement désolée pour ce que vous vivez. Mais je suis fière de vous. Vous avez raison de vous défendre. » Son soutien me donna encore plus de force. Pour la première fois depuis longtemps. Des inconnus me montraient plus de compassion que mes propres enfants. Célia tenta de reprendre le contrôle de la situation. « C'est un malentendu, dit-elle, en s'adressant aux gens autour. Les émotions sont fortes après une perte dans la famille. » Mais son explication sonnait faux après tout ce que les gens avaient entendu. « Il n'y a pas de malentendu, dis-je clairement. Voici les faits. Mes enfants m'ont chassé de l'enterrement de mon mari. Ils m'ont exclu de la lecture du testament. Et maintenant qu'ils ont découvert que j'ai hérité de tout,
Soudainement, ils veulent redevenir une famille aimante. Le silence qui suivit fut lourd. Une jeune femme, qui regardait auparavant des bagues de fiançailles, s'approcha. « Excusez-moi, dit-elle. Mais ce que vous racontez est horrible. Vos propres enfants vous ont vraiment traité comme ça ?» Sa question directe plaça mes enfants dans une position impossible. « C'est plus compliqué que ça, » bredouilla Raoul. Il y a eu des tensions, des malentendus familiaux. Mais ces excuses semblaient pathétiques face à ma vérité. Eduardo tenta de m'attraper par le bras pour m'éloigner. « Ne me touche pas, » dis-je fermement en me dégageant. « Pendant des années, vous me touchez quand ça vous arrange. Vous m'embrassez quand vous voulez quelque chose. Mais quand j'ai eu besoin de vous. Quand j'étais au plus bas. Vous m'avez tourné le dos. » Ma voix se brisa légèrement. Mais je restai forte. Clara tenta une dernière approche désespérée. « Mathilde, on fait tous des erreurs. Mais la famille, c'est pour toujours. On peut se pardonner, non ?» Sa supplication était particulièrement hypocrite. Venant de quelqu'un qui m'avait ignoré et rabaissé pendant des années. « La famille, c'est pour toujours ?» demandai-je calmement. « Où était cette famille quand vous m'avez empêché de dire adieu à mon mari ? Où était cette loyauté familiale quand vous m'avez traité comme une étrangère le jour de l'enterrement ?» Clara n'avait aucune réponse. La vendeuse de la bijouterie s'approcha doucement. « Madame, dit-elle à voix basse. Si vous voulez appeler la sécurité, ou si vous vous sentez mal à l'aise, je peux vous aider. » Sa proposition me toucha. Une inconnue m'offrait plus de protection que mes propres enfants. « Merci, » lui répondis-je. « Mais je peux gérer. » Je me tournai vers mes enfants une dernière fois. « Vous avez 5 minutes pour me dire exactement ce que vous voulez. Après ça, je m'en vais. Et je ne veux plus vous revoir, sauf si c'est absolument nécessaire. » Mon ultimatum les surprit. Eduardo inspira profondément. « On veut une seconde chance, » dit-il enfin. « On veut te montrer qu'on peut être de meilleurs enfants. Qu'on peut te traiter avec le respect que tu mérites. » C'était la première fois qu'il admettait qu'il ne m'avait pas respecté. « Une seconde chance pourquoi ?» demandai-je. « Pour faire semblant de m'aimer jusqu'à ce que je meure aussi et que vous héritiez ? Pour me traiter gentiment juste parce que je suis riche maintenant ? » Ma question allait droit au cœur de leur vraie motivation. « Ce n'est pas pour l'argent, » mentit Raoul. Mais même les gens autour de nous échangèrent des regards sceptiques. « C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de toi. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez besoin de moi, répétai-je avec un rire amer. Et où était ce besoin quand votre père était en train de mourir et que j'avais besoin de soutien? Où étiez-vous quand je passais mes nuits seul dans cette maison? En pleurant, sans qu'aucun de vous n'appelle? » Ma voix s'éleva, portée par des années de douleur enfouie. Les gens autour de nous murmuraient avec indignation. Une dame âgée s'avança davantage et dit à voix haute. « Vous devriez avoir honte. Traiter votre propre mère comme ça, c'est impardonnable. » D'autres voix se joignirent, formant une vague de désapprobation qui fit reculer mes enfants. Eduardo tenta une dernière stratégie. Il sortit son téléphone et commença à me montrer des photos. « Regarde, maman, dit-il d'une voix brisée. Ce sont tes petits-enfants. Ils te cherchent. Ils demandent après toi. » Les photos montraient les enfants à l'école, aux anniversaires, dans des moments de famille. Des moments où j'étais absente. « Mes petits-enfants, dis-je en prenant le téléphone. Ceux qu'on n'a pas invités à leur dernier anniversaire parce que ce serait trop compliqué? Ceux qui ne connaissent même pas mon numéro, parce que vous ne leur avez jamais donné? » Je rendis le téléphone sans montrer aucune émotion. Clara commença à pleurer. Mais c'était des larmes de frustration, pas de regret. On ne savait pas comment t'inclure, sanglota-t-elle. Après que papa soit tombé malade, tout est devenu compliqué. On ne voulait pas te déranger avec nos problèmes. Leurs excuses étaient pathétiques, et tout le monde autour de nous pouvait le voir. Vous ne vouliez pas me déranger, dis-je avec ironie. Mais vous vouliez bien me déranger pour me demander de l'argent. Me déranger pour garder vos enfants gratuitement. Me déranger pour cuisiner pour vos fêtes sans jamais m'inviter vraiment. Chaque exemple que je citais résonnait comme une vérité douloureuse. Raoul regarda autour de lui et vit que plusieurs clients filmaient avec leur téléphone. « Maman, s'il te plaît, des gens nous filment. Ça pourrait finir sur les réseaux sociaux. »
Sa peur de l'image publique révélait ses vraies priorités. Ça te fait peur, demandai-je calmement. Tu as peur que les gens voient comment vous traitez votre mère? Tu aurais dû y penser avant de m'humilier devant toute la famille. Ma réponse provoqua des murmures d'approbation parmi les clients. Une jeune femme qui filmait s'approcha. Madame, dit-elle. Votre histoire est inspirante. Voir une femme se défendre après tant d'années de maltraitance, c'est puissant. Est-ce que je peux partager la vidéo sur mes réseaux? Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre votre message. Sa demande me surprit. Je regardais mes enfants. Ils avaient blêmi à l'idée que leur comportement devienne viral. Allez-y, dis-je à la jeune femme. Que tout le monde sache comment ces hommes ont traité la femme qui leur a donné la vie. Célia faillit s'évanouir en m'entendant donner la permission. Mais tu ne peux pas faire ça, cria Eduardo. Tu vas ruiner nos réputations. Nos emplois. Nos relations sociales. Voir leur panique était presque satisfaisant. Ils comprenaient enfin les conséquences de leurs actes. Comme vous avez ruiné ma dignité, demandai-je doucement. Comme vous avez ruiné les derniers instants que j'aurais pu avoir avec mon mari? Comme vous avez ruiné mon droit de faire mon deuil en paix? Chaque question était un coup direct à leur conscience. S'il leur en restait une. Raoul fit une dernière tentative désespérée. Il tomba à genoux sur le sol en marbre de la bijouterie. Devant tous les clients. Maman, je t'en supplie. Pardon. On fera tout pour réparer. On travaillera le reste de notre vie pour mériter ton pardon. Son numéro dramatique attira encore plus l'attention. Mais ma décision était prise depuis bien longtemps. Raoul, dis-je d'une voix ferme, mais pas cruelle. Relève-toi. La dignité ne se récupère pas à genoux, quand il est déjà trop tard. Elle se construit en traitant bien les gens quand ça compte encore. Il se releva lentement, vaincu. Écoutez-moi bien, dis-je, en les regardant tous les quatre une dernière fois. Votre père a pris la bonne décision avec son testament. Il a vu ce que moi, je refusais de voir pendant des années. Que vous ne m'aimiez pas. Vous aimiez seulement ce que je pouvais vous donner. Maintenant que vous connaissez la vérité. On peut tous arrêter de faire semblant. Le silence qui suivit était total. Je pris mes sacs de shopping et je me dirigeai vers la sortie de la bijouterie. Les autres clients s'écartèrent avec respect. Certains m'applaudirent discrètement. À la porte, je me retournai une dernière fois. Vous pouvez garder vos 500 pesos par mois, dis-je. Vous en aurez bien plus besoin que moi. Et avec ces mots, j'ai refermé ce chapitre de ma vie pour toujours. 6 mois après cet épisode à la bijouterie. Ma vie avait complètement changé. J'avais déménagé dans une ville côtière, à 3 heures de là. Où personne ne connaissait mon histoire familiale. Et où je pouvais être simplement Mathilde. Une femme de 67 ans qui avait décidé de vivre pour elle-même. J'ai acheté une petite maison, mais magnifique, avec vue sur la mer. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse en écoutant le bruit des vagues. J'ai adopté un charou que j'ai appelé Fausto. En l'honneur de l'avocat qui m'a aidé à retrouver ma dignité. Je me suis inscrite à des cours de peinture. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Mais que je n'avais jamais eu le temps de m'autoriser. La vidéo de ma confrontation avec mes enfants était devenue virale. Comme l'avait prédit la jeune femme dans la bijouterie. Des millions de personnes l'avaient vue. Et les commentaires étaient presque tous en ma faveur. Des centaines de femmes âgées avaient partagé leurs propres histoires. De maltraitance familiale, d'enfants ingrats. Et d'années sacrifiées pour des familles qui ne les avaient jamais vraiment respectées. L'impact sur la réputation de mes enfants fut désastreux. Raoul perdit son emploi après que son patron ait vu la vidéo. Ce dernier déclara publiquement que son entreprise ne tolérait pas les employés qui maltraitaient les personnes âgées. Eduardo dut fermer son petit commerce. Les clients annulaient leur contrat après avoir vu comment il avait traité sa propre mère. Delia et Clara aussi subirent les conséquences. Leurs amis les évitèrent. Leurs voisins les ignoraient. Même au supermarché, les gens les reconnaissaient et les montraient du doigt. La honte publique qu'ils redoutaient tant s'était réalisée. Ils essayèrent de me recontacter plusieurs fois dans les mois suivants. Des appels auxquels je ne répondais pas. Des lettres que je retournais sans les ouvrir. Des mails que je bloquais automatiquement. Ils allèrent même jusqu'à engager un avocat pour contester le testament. Mais,
comme Fausto les avait avertis. Ils perdirent automatiquement le droit à la petite allocation mensuelle à cause de cette tentative. Un après-midi, alors que je peignais un paysage marin dans mon atelier, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Manuela, mon ancienne voisine. Elle avait fait 3 heures de route pour me voir. Il fallait que je te dise, dit-elle tout excitée. Tes enfants sont venus dans l'immeuble la semaine dernière, ils demandaient ta nouvelle adresse. Et qu'est-ce que tu leur as dit, lui demandai-je, sans même poser mon pinceau. Que je n'en avais aucune idée, répondit-elle avec un sourire complice. Et je leur ai aussi dit que, s'ils t'avaient vraiment aimé, ils te laisseraient vivre en paix. Sa loyauté me toucha profondément. Elle me raconta que mes enfants avaient l'air épuisés. Que Célia avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Qu'Eduardo avait perdu du poids et avait l'air constamment stressé. La culpabilité les ronge, observa-t-elle. Mais aussi la perte financière. Apparemment, ils ont de sérieux problèmes d'argent. Je n'étais pas surprise. Pendant des années, ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens, comptant sur un héritage qu'ils croyaient garanti. Maintenant, ils devaient affronter la réalité de leurs propres décisions irresponsables, sans le filet de sécurité qu'ils pensaient assurer. Quelques jours après la visite de Manuela, en marchant seul sur la plage au coucher du soleil, je réfléchissais au chemin parcouru. J'avais perdu mes enfants, mais j'avais gagné ma liberté. J'avais perdu une famille dysfonctionnelle, mais j'avais trouvé la paix intérieure. J'avais perdu des années de bonheur, mais j'avais récupéré ma dignité. L'argent que j'avais hérité me permettait de vivre confortablement. Mais ce que j'avais gagné de plus précieux, c'était le respect de moi-même. Pour la première fois depuis ma vie d'adulte, mes décisions m'appartenaient. Mon temps m'appartenait. Mon avenir m'appartenait. Je n'avais plus à justifier mes dépenses, mes projets, ni mes rêves devant qui que ce soit. J'ai créé une petite fondation pour aider d'autres femmes âgées victimes de maltraitance familiale ou d'abandon. Chaque mois, je donnais une partie de mon héritage pour soutenir des foyers d'accueil, des programmes d'aide juridique et des services d'accompagnement psychologique. C'était ma façon de transformer ma douleur en quelque chose de positif. Pour d'autres femmes dans la même situation. Les soirs tranquilles, assise sur ma terrasse, avec Fausto ronronnant sur mes genoux, je pensais parfois à mes enfants. Pas avec de la haine, mais avec une tristesse calme. Pour ce que nous aurions pu avoir, s'ils avaient choisi l'amour plutôt que la cupidité. Mais j'avais appris que je ne pouvais pas changer les autres. Je pouvais seulement choisir comment leur répondre. Une nuit, en regardant les étoiles se refléter sur l'océan, j'ai écrit dans mon journal les mots qui allaient devenir ma philosophie de vie. Je ne regrette pas de les avoir aimés. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais se pratiquer au prix de sa propre destruction. Le vrai amour des autres commence par l'amour de soi. Et protéger ma dignité n'a pas été un acte d'égoïsme, mais un acte de survie. Je refermai mon journal. Et je souris en regardant l'horizon infini. À 67 ans, j'avais enfin appris à vivre pour moi-même. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement heureuse.